on va parler là pendant le quart d'heure que nous avons d'innovation, de la manière dont on peut combiner innovation et savoir-faire et tradition dans le secteur du luxe. Leur vision aussi de la collaboration entre start-up et grands groupes, qui est un des sujets clés de Vivatech et qu'ils ont pu tous les trois expérimenter. Donc ça nous semblait intéressant aujourd'hui de partager leur regard sur ce sujet. Donc on va peut-être commencer, Tony, par Eurytech. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est votre start-up, quelle est son innovation et quelles sont vos perspectives? Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Tony Pinville, donc le CEO et cofondateur d'Eurytech. Donc Eurytech, nous on est expert en intelligence artificielle et on aide en fait les acteurs dans le luxe et la mode à traquer, anticiper les tendances produits, les tendances autour des clients, pour répondre à des questions simples. Comment m'avait perçu ma marque, comment mon produit se positionne par rapport à mes concurrents et comment mon produit est porté. Donc comment on fonctionne? On utilise en fait la masse d'informations et la richesse d'informations sur les réseaux sociaux à travers les images de type Instagram, et on est capable à travers chaque image d'extraire énormément d'informations. Donc à partir d'une image, on peut dire qu'une personne porte le produit, par exemple le sac Vuitton Neverfull, qu'elle le porte dans un style, avec un style, on va dire, bohémien. Et ça donne énormément d'informations pour les marques, pour être vraiment proactifs dans la création de nouveaux produits, dans le lancement de nouvelles campagnes, et justement aussi pour aider à vraiment mieux comprendre son client. Donc voilà, donc on a développé vraiment une technologie très avancée d'analyse d'images. Donc aujourd'hui, on existe depuis 4 ans, on est 20 personnes. La moitié de notre équipe est docteur en intelligence artificielle, donc on a vraiment une très forte compétence dans ce sujet-là. Et on travaille avec des grands groupes. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille avec justement Louis Vuitton, qui est un premier partenaire. Et puis maintenant, on a des clients un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis et beaucoup en Asie. Il y a une très forte traction sur mieux comprendre les tendances et mieux comprendre qui sont les clients. Parfait, merci Tony. Clara, donc vous êtes la cofondatrice de Sericine. Vous avez inventé et aujourd'hui vous produisez, vous vendez une nouvelle matière. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis la cofondatrice de Sericine et designer de formation. Donc Sericine, c'est une entreprise qui produit une nouvelle soie qui est fabriquée avec une technique innovante qu'on a brevetée. Donc cette soie, elle est produite. Donc normalement, les vers à soie font des petits cocons, et avec la technique qu'on a inventée, les vers à soie font plus de cocons, mais directement des formes en 2 ou 3D. Donc on a appelé cette soie la fibre des rêves, la soie Sericine. Donc cette soie, c'est une soie non tissée qui peut se retravailler comme un papier ou comme un textile. Et en fait, on propose à nos clients de développer pour eux, donc pour les marques, des marques de luxe, des projets qui vont être faits à partir de cette matière. On va la dédier au milieu de la décoration, principalement du packaging et de la mode. Donc ce qu'on propose à nos clients, c'est un service global en fait, où on va les accompagner dans le développement d'un produit jusqu'à la fabrication de pièces en série. On a 2 missions chez Sericine. La première, c'est de mettre cette soie dans d'autres univers. Donc aujourd'hui, la soie est principalement utilisée dans la mode. Et nous, avec notre nouvelle matière, l'ambition, c'est d'emmener la soie dans d'autres univers. Et la seconde mission, c'est de relancer la filière de la soie en France. Il faut savoir que c'est une filière qui avait été entièrement perdue et qu'avec notre innovation, on peut aujourd'hui solliciter de nouveaux éleveurs de vers à soie pour reproduire une soie made in France. Et vos perspectives de développement dans les années à venir, quelles sont-elles? Les perspectives de développement, c'est de faire que notre matière soit une matière incontournable dans le secteur du luxe. Donc on utilise notre soie dans de nombreux produits et qu'il y a de la récurrence dans la distribution de cette soie en France et à l'international. Et puis d'avoir restructuré une filière de la soie française, de l'élevage des vers à soie jusqu'à la production de la soie Sericine. Merci Clara. Donc Gilles, côté CIFEM, vous utilisez également l'intelligence artificielle comme Eurytech, mais cette fois l'intelligence artificielle, cette tendance dont tout le monde parle, est utilisée au service de la lutte contre la contrefaçon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et quels sont vos clients? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. CIFEM, c'est une intelligence artificielle capable de détecter par une simple photo prise avec votre smartphone si votre produit est original ou contrefait. Pour cela, on a mis au point une encre avec des caractéristiques particulières, mais qui est applicable par n'importe quel de vos imprimeurs
et qui va donner une empreinte digitale unique à vos produits. C'est cette empreinte qu'on va venir contrôler. Alors, vos clients vont pouvoir prendre en photo leurs produits au travers d'applications iOS, Android, hein, mais on est très fiers aussi d'avoir développé ça sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des nouveaux comportements. Et un client, maintenant, va pouvoir se connecter sur le compte de la marque, prendre en photo son produit et vérifier l'authenticité de son produit, mais aussi avoir plein d'autres informations, un message de bienvenue, un logo, un accès au site internet. On a voulu développer notre application, qui est une application de sécurité, bien entendu, mais plutôt comme une application marketing. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la seconde phase de notre discussion. On voulait un petit peu approfondir la collaboration start-up grand groupe. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de grands groupes qui cherchent à collaborer avec des start-up, et de plus en plus évidemment de start-up qui travaillent avec les grands groupes. Et on voulait un petit peu creuser les différentes formes de collaboration qui existent et concrètement, quels sont les ingrédients du succès de cette collaboration. Donc tous les trois, on va peut-être commencer par Tony. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter si vous travaillez déjà avec des grands groupes, comment vous les avez rencontrés et quelles sont les formes de collaboration que vous avez avec ces groupes? Oui, tout à fait. Donc, nous, on a travaillé avec plusieurs grands groupes dans le secteur de luxe et la mode. Et comme je disais, effectivement, c'est avec Louis Vuitton qu'on a le plus travaillé et depuis le début. Vous pouvez nous raconter comment vous les avez rencontrés? On en parlait tout à l'heure dans les coulisses. Oui, ça peut donner des idées à d'autres startups? Oui, c'était très intéressant. En fait, Louis Vuitton a vraiment une image, a vraiment envie d'être innovant et donc je crois que c'est le premier grand groupe dans le domaine du luxe qui a voulu créer en fait des hackathons sur ce secteur-là, sur la partie, on va dire, transformation digitale. Donc ils organisaient ce hackathon-là et ça c'est une forme effectivement de collaboration qui existe entre les grands groupes. Et suivant ces types de hackathons, ça peut être plus ou moins intéressant pour les startups et pour les grands groupes. Parce que si c'est juste une opération de com', ok, ça nous fait un peu de visibilité, mais finalement personne n'en retire grand-chose. Alors que là, il y avait une vraie volonté d'innover et d'aller plus loin dans la démarche. Et donc, ça nous a vraiment permis de rencontrer les équipes et de trouver les bons interlocuteurs. Je pense que c'est un peu le sujet clé, c'est trouver le bon interlocuteur qui est à travers le grand groupe qui va être l'ambassadeur de la start-up. Et nous, on a eu l'opportunité de trouver les bons interlocuteurs qui nous ont mis en lien avec les entités métiers et pour justement confronter notre outil et créer vraiment un produit qui répond à un réel besoin à partir d'une technologie. La première relation, c'était par connaissance et par le bouche à oreille. Il faut vraiment trouver la personne qui va avoir un coup de cœur pour le projet et envie d'aider la start-up à se lancer parce qu'elle y croit beaucoup à l'intérieur de ce groupe en fait, et ça crée un point d'ancrage pour mettre le pied à l'étrier. Je pense que ça, c'est ce qui fait la force du lancement d'un premier projet et puis qui peut en amener d'autres derrière parce qu'il y en a un qui a marqué sa confiance en fait, dans le projet et qui croit en la start-up. Et quelles sont les formes de collaboration que vous avez aujourd'hui concrètement? Là, c'est aujourd'hui le grand groupe qui décide de faire appel à votre produit. Et quel est votre interlocuteur et comment vous avez fait pour y avoir accès? Alors pour y avoir accès, donc, soit ça marche par le bouche à oreille ou alors sur des salons. Par exemple, on fait beaucoup de salons pour prospecter. Et donc les principaux points d'entrée qu'on ait, qui soient les plus intéressants pour nous, c'est les directions artistiques, parce que c'est elles qui ont beaucoup de pouvoir au niveau créatif dans la maison. Et ce qu'on apporte avec notre nouvelle matière, c'est une capacité de différenciation, un nouveau storytelling. Donc ça va passer d'abord par la direction artistique, puis parfois par le marketing, et puis après ça passe des procédures classiques d'achat de matière. Mais en tout cas, une fois que la direction artistique a décidé que c'était cette matière qu'elle voulait pour sa prochaine collection, on sait que ça passera à la chaîne et c'est vraiment le point d'attache pour nous d'avoir ces interlocuteurs. Gilles, de votre côté? Alors de notre côté, on est très épaulé par les directeurs d'innovation qui nous permettent d'entrer dans les grands groupes et aussi de nous orienter parce que les groupes sont très grands et nous on a un souci, c'est que notre application est très transversale puisqu'elle touche le juridique, les départements anti-contrefaçon quand il y en a, mais ça touche aussi le marketing et le service opérationnel parce qu'il va falloir implanter tout ça sur la chaîne. Et à partir de là, il faut réussir à mettre d'accord tout ce monde qui vient d'horizons vraiment différents.
Vous allez par exemple avoir un service anti-contrefaçon qui va vouloir réserver nos applications à leurs enquêteurs, aux douanes. Et vous avez un service marketing qui connaît les avantages de WeChat, par exemple, pour la Chine, et qui va vouloir que l'application soit livrée au grand public. Donc pour que la collaboration se passe bien, on retient pour l'instant un premier point qui est l'identification d'un interlocuteur unique qui puisse coordonner les discussions que vous pouvez avoir avec l'ensemble des services dans la maison ou le groupe avec lequel vous collaborez. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients clés selon vous pour qu'une collaboration se passe bien ? Juste un mot, c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse en tant que start-up, c'est effectivement de collaborer avec des groupes, mais surtout de faire du business. Donc je pense que c'est vraiment ça le partenariat qu'on cherche. C'est pas juste être une start-up avec un grand groupe, mais c'est plutôt vraiment une société qui fait du business avec un grand groupe. Et c'est là où tout le monde est content et qu'on crée de la valeur. Je pense que c'est surtout ça aussi. Pas se dire juste, voilà, je mets en avant une start-up, ça fait bien. Je pense que tout le monde a gagné, qui est vraiment cette relation saine. Donc à la clé, il y a concrètement des partenariats de distribution, des contrats. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de rapidité et de cohérence des calendriers ? On en a parlé rapidement. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé au téléphone notamment, et c'est ce qui est intéressant pour nous parce qu'on sait que du côté des grands groupes, il y a une volonté de rapidité dans les projets qui doivent être exécutés rapidement. Donc nous, ça nous tire vers le haut parce que derrière, on doit suivre le rythme et être capable de répondre à temps à ces clients qu'on a ou qu'on espère obtenir. Donc on est obligé de s'imposer ce rythme. Et à la fois, il y a un décalage de rythme dans les prises de décision parce que nous, on a besoin d'aller vite pour gagner du chiffre d'affaires et faire fonctionner une start-up. Et à côté, dans les grands groupes, c'est lié à l'ampleur de ces entreprises, mais il y a une longueur dans les prises de décision. Du coup, il y a une ambiguïté entre deux temporalités différentes qui est parfois compliquée à gérer. Très clair. Et du coup, peut-être, avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, pourquoi est-ce qu'un grand groupe devrait travailler avec vous en particulier aujourd'hui et comment cette relation avec des startups permet au groupe d'accélérer sa transformation digitale ? Je pense que pour avoir l'innovation, ça passe souvent quand même par des entités plus petites qui permettent justement d'être agiles, et c'est ça ce que permet une start-up, c'est qu'on ose des choses, on réagit très rapidement, on ose tester des projets, et donc c'est ça qui amène l'innovation. C'est beaucoup plus dur de le faire directement dans un grand groupe parce que justement il y a ces cycles de décision qui sont gros, il y a ces prises de décision qui ne sont pas forcément évidentes à apprendre, et donc le fait de travailler avec des sociétés comme nous qui sont très innovantes permet justement de passer un cap et de disrupter le secteur, quoi. Oui, on est aussi très à l'écoute des demandes des groupes. Donc, et on va réagir très très vite parce que nous, on a besoin de réagir pour vivre. Donc on va amener des solutions qui sont adaptées. S'il faut faire du développement logiciel pour répondre à un service marketing, on va le faire très très vite. Et on va lui amener des solutions entièrement personnalisées avec un minimum de temps. Voilà. Et on va pouvoir s'adapter vraiment aux demandes spécifiques que les groupes vont nous faire en amenant des idées nouvelles et novatrices. Et en ayant aussi vous-même de votre côté développé cette technologie, cette brique technologique qui vous a pris pour certains 2 ans, un peu plus d'1 an ou 2 ans aussi à développer cet asset technologique que vous pouvez partager au plus grand nombre. Oui, tout à fait. Au niveau technologie, surtout sur la partie intelligence artificielle, il serait impensable pour un grand groupe de pouvoir développer ce que nous on a fait dans le temps qu'on a fait, parce que déjà de fait de constituer l'équipe, c'est pas forcément évident, et puis de passer autant d'énergie sur cette année, c'est pas faisable de le faire sur des choses très très techno comme ça. Et donc je pense que ça passe que par l'utilisation de startups comme nous pour utiliser ces technologies-là. Après, je pense que les startups, du coup, donnent des idées aux grands groupes aussi au niveau de la structuration, puisqu'il y a des grands groupes qui eux-mêmes créent des startups en interne, où en fait, ils allouent des équipes pendant un certain temps qui vont travailler sur un projet. Donc, ils ont bien conscience que développer des idées, ça prend du temps. Donc, soit ils le prennent en externe chez des startups ou en interne. Voilà, on parlait de rythme, d'agilité, de réactivité. Merci beaucoup à toutes les trois. Donc Eurytech, Sericine et Sifem à retrouver à Vivatech, je l'espère, l'année prochaine, du 24 au 26 mai. Merci à tous.